For all that celebrations are magnificent, at the heart of the pageantry is a simple message: service. Sous la grandeur de Clarence House, une tension s'était accumulée invisible aux yeux du public, mais suffisamment vive pour briser les traditions rigides du palais. Le bâtiment, longtemps associé à l'élégance cérémonielle et à l'équilibre délicat du décorum royal, commençait à résonner d'une autorité différente. Les lustres dorés baignaient toujours les pièces d'une lumière chaleureuse et les lourds rideaux de soie ondulaient encore dans la douceur de l'automne. Pourtant, quelque chose d'intangible avait changé. Le changement ne résidait pas dans l'architecture ni dans le mobilier séculaire, mais dans la façon dont les gens se déplaçaient, dont les voix se transformaient en murmures et dont le simple tintement des couverts semblait véhiculer un malaise. La reine consort Camilla avait instauré ce qu'elle appelait le règlement royal des dîners, un code présenté comme un raffinement du service, mais fonctionnant en réalité comme un outil de contrôle. Cette règle, édictée sans consultation, soumettait chaque serveur valet de pied et domestique à un examen minutieux. Un verre légèrement décalé, une toux intempestive ou un couteau à dessert mal placé n'était plus seulement une question de correction. C'était une amende immédiatement déduite du salaire. Il n'y avait aucun système d'avertissement, aucune marge d'erreur. Le langage de son annonce était déguisé en rhétorique de dignité et de tradition, mais son application était rapide et impitoyable. La table à manger elle-même, longue de plus de 8 mètres, devint moins un symbole d'hospitalité royale qu'un lieu de jugement. Là où autrefois le rythme paisible des repas était propice aux conversations tranquilles, l'atmosphère ressemblait désormais à une revue de cuisine. Le personnel se sentait surveillé à tout instant, sachant que le moindre écart pouvait entraîner une sanction financière. Autrefois, les erreurs étaient corrigées par des rappels discrets et des formations. Aujourd'hui, ces mêmes erreurs avaient un coût immédiat, grignotant les revenus déjà modestes de ceux qui assuraient le fonctionnement du palais. Un soir de la mi-août, en présence du roi Charles, du prince William, de la princesse Catherine et des jeunes enfants, Camilla posa calmement sa serviette sur la table et exposa les nouvelles règles du dîner. Son ton était mesuré, mais son autorité était indéniable. À partir de ce jour, toute violation de l'étiquette ou du protocole de service entraînerait des retenues sur salaire. Il n'y eut aucune discussion, aucune tolérance aux circonstances et aucune indication sur l'application de ces sanctions. Le personnel baissa la tête en silence, le visage caché, les yeux rivés sur le sol de marbre. Parmi les personnes touchées figurait Marion, une jeune serveuse récemment arrivée dans l'équipe. Un jour, sa main tremblait en ouvrant un couvercle de sauce, provoquant un léger déversement dans la mauvaise assiette. Personne à la table ne le remarqua, mais Camilla si. La sanction fut prononcée le soir même, 50 livres déduites de son salaire. Pour Marion, qui avait accepté ce poste pour subvenir aux besoins de sa famille après le décès de son père, ce n'était pas un revers mineur, mais un coup dur qui menaçait sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels. En moins de 2 semaines, 4 employés de longue date disparurent discrètement de Clarence House sans la moindre reconnaissance publique. L'un d'eux s'occupait de la princesse Charlotte depuis sa plus tendre enfance. Des rumeurs se répandirent parmi le personnel restant. Ces départs n'étaient pas volontaires, mais résultaient d'infractions mineures aggravées par des motifs de licenciement. Dans les quartiers des domestiques, les conversations passèrent des sujets quotidiens à des récits feutrés d'amendes, d'avertissements et de la peur d'être le prochain. Le prince William commença à remarquer des comportements qui dépassaient la discipline habituelle. Le timing des licenciements, l'absence de consultation et l'atmosphère de plus en plus tendue au sein du personnel ne correspondaient pas à l'image d'une maison bien gérée. Même à son poste, il était rare que de telles affaires lui soient directement adressées. Pourtant, un soir, un message arriva sur son téléphone sécurisé. Il provenait d'Oliver, un jeune sommelier qui décrivait les sanctions financières comme une forme de terreur silencieuse. Le message était bref, mais d'une portée impossible à ignorer. Le fait qu'un serviteur ait contourné tous les niveaux du protocole pour le joindre directement en disait long. Dans un environnement où la communication était filtrée et surveillée, une telle démarche ne pouvait être que le fruit du désespoir et de la confiance. Le passé militaire de Guillaume l'avait formé à reconnaître lorsqu'une situation dépassait le cadre d'une plainte isolée. Les récits de sanctions injustes ne visaient pas à préserver l'image du palais, mais à éroder la dignité et à créer un climat de peur. Ce n'était pas le genre d'environnement que sa mère, la princesse Diana, appréciait. Elle était convaincue que la force d'un dirigeant résidait dans la compassion et non dans l'intimidation. Le souvenir de ces valeurs contrastait fortement avec le climat actuel et William ne pouvait ignorer les preuves croissantes d'un enjeu plus profond. Le renvoi discret de collaborateurs fidèles et les baisses de salaire systématiques suggéraient une action concertée et non des incidents isolés. Hors des murs du palais, le monde continuait de connaître ses propres crises et ses propres revirements de pouvoir. Pourtant, à Clarence House, le conflit était tout aussi important pour ceux qui le vivaient. Dans la hiérarchie de la maison royale même, de petits changements dans le style de gestion pouvaient bouleverser la vie de dizaines de personnes.
Désormais, la guerre silencieuse entre l'autorité et l'humanité avait atteint un point où la prochaine action pourrait définir non seulement l'avenir immédiat du personnel, mais aussi l'intégrité de la maison royale elle-même. William savait que pour intervenir efficacement, il lui faudrait plus que des ouï-dire. Il lui faudrait des preuves, et il était prêt à les trouver. Les jours qui suivirent n'apportèrent aucun répit au personnel de Clarence House. Chaque repas devint un procès silencieux, un cadre où chaque action pouvait être scrutée et transformée en perte financière. Les règles strictes et intransigeantes étaient appliquées sans exception. Les jeunes employés ne furent pas les seuls à souffrir, même ceux qui avaient desservi la famille royale pendant des décennies se trouvèrent menacés. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les quartiers, des domestiques décrivant des sanctions qui semblaient disproportionnées par rapport aux fautes commises. Un valet de pied raconta avoir été condamné à une amende de 70 livres pour s'être placé légèrement en dehors de l'angle prescrit en attendant le service du vin. Un autre avait perdu une semaine de salaire après qu'une serviette lui eût glissé des mains lors d'un banquet chargé. Ces erreurs n'avaient pas perturbé les événements ni embarrassé les invités. Elles étaient insignifiantes, presque invisibles à quiconque, sauf à l'œil le plus attentif. Pourtant, chaque erreur était considérée comme une atteinte à la dignité de la maison. Pour ceux qui vivaient au jour le jour, ces retenues étaient de lourdes. Nombre d'entre eux avaient des familles à charge, des prêts immobiliers à rembourser ou des proches malades. Les amendes n'étaient pas seulement une question de discipline. Elles devinrent une source d'anxiété qui les poursuivait même lorsqu'ils quittaient le palais le soir. Les conversations au sein du personnel devinrent plus calmes et plus réservées. La confiance commença à s'éroder non seulement entre les domestiques et leurs supérieurs, mais aussi entre les domestiques eux-mêmes, certains craignant qu'une trop grande franchise ne conduise à un licenciement. Le cas de Marion est devenu un avertissement. Elle était arrivée au foyer avec optimisme, persuadée que ce travail lui apporterait stabilité et l'opportunité de participer à un projet plus vaste. Pourtant, en quelques semaines, elle avait déjà perdu une part importante de ses revenus. Son histoire a été reprise à plusieurs reprises par d'autres, chaque témoignage contribuant à l'image d'un milieu de travail où la loyauté et le service n'étaient plus récompensés par la sécurité, mais mis à rude épreuve par des difficultés financières. Le coût n'était pas seulement financier, mais aussi émotionnel. Les longs couloirs de Clarence House, autrefois empreints d'échanges polis et d'une efficacité discrète, étaient désormais empreints d'appréhension. Les membres du personnel marchaient d'un pas mesuré, les yeux baissés, calculant chaque mouvement pour éviter d'attirer l'attention. C'était un environnement conçu non pas pour la productivité ou la fierté du travail, mais pour la soumission par la peur. Le prince William, encore absorbé par le message d'Oliver, commença à remarquer des détails qu'il avait jusque-là négligés. Il remarqua les subtils changements de langage corporel lorsque Camilla entrait dans une pièce. Il observa la façon dont la conversation s'interrompait à son approche et comment le simple bruit de ses pas semblait créer de la tension. C'était un schéma qu'il avait reconnu de sa formation militaire où l'autorité pouvait être utilisée soit pour inspirer, soit pour dominer. Dans ce cas précis, il était clair que la domination avait pris le dessus. Le courage d'Oliver à tendre la main fut rapidement partagé. Sous prétexte de procéder à une révision des procédures de service, William s'entretint avec un majordome senior qui confirma que les pénalités ne faisaient pas partie d'une tradition établie. Avant les récents changements, les erreurs étaient corrigées par des rappels verbaux et si nécessaire par une formation complémentaire. Désormais, la moindre infraction se traduisait par une retenue pécuniaire. La voix du majordome exprimait le poids de ses années de service et la déception de voir une culture du respect remplacée par une culture de l'intimidation. Un autre membre du personnel a décrit comment une femme de chambre nommée Elsie avait été renvoyée après avoir confondu l'ordre des vins lors d'un dîner pour des invités étrangers. L'erreur était mineure et elle s'était immédiatement corrigée, mais la décision de la renvoyer a été prise en quelques heures. Aucune explication n'a été donnée. Elle est partie sans dire au revoir, son départ étant justifié uniquement par le souci de maintenir la qualité de l'accueil. Ces témoignages concordaient, chacun renforçant l'idée que les nouvelles règles visaient moins à améliorer le service qu'à consolider le contrôle. L'effet cumulatif a sapé le moral, rendant plus difficile pour le personnel d'exercer ses fonctions sans la pression constante d'une éventuelle sanction. Guillaume comprenait le risque d'agir sur la base d'informations incomplètes. Le palais fonctionnait sous le sceau de la tradition de la hiérarchie et de la confidentialité. Toute accusation devait être étayée par des preuves capables de résister à un examen interne et si nécessaire à une exposition publique. Pourtant, son instinct lui disait qu'attendre trop longtemps risquait d'aggraver la situation. La perte de personnel expérimenté et le climat de peur risquèrent de nuire durablement au fonctionnement de la maison. À l'étranger, les principaux journaux britanniques commençaient à aborder les questions de leadership et de responsabilité au sein des institutions publiques. Même si la maison royale n'était pas encore abordée, les parallèles étaient évidents. Les scandales de mauvaise gestion financière, de traitement inéquitable des travailleurs et d'abus de pouvoir suscitaient de vives critiques. L'opinion publique s'orientait vers une plus grande transparence
Et William savait que tout manquement à résoudre les problèmes au sein de Clarence House pourrait avoir des conséquences au-delà de ses murs. Discrètement, il commença à rassembler documents et témoignages. Il demanda des documents internes sur les retenues salariales du personnel dans le cadre d'un audit de routine. Il posa des questions discrètes à ceux qui géraient les transactions financières. Chaque information contribua à l'image d'un système fonctionnant sans surveillance et sans égard pour les personnes les plus touchées. Le défi n'était pas seulement de découvrir la vérité, mais d'agir de manière à protéger le personnel tout en évitant une crise publique susceptible de compromettre la stabilité de la monarchie. Guillaume comprit qu'il ne s'agissait plus de plaintes isolées. Il s'agissait d'une question d'éthique de gouvernance et de principes régissant la maison royale. La question n'était plus de savoir s'il fallait agir, mais de savoir avec quelle rapidité les mesures suivantes pouvaient être prises. Une fois les comptes initiaux d'Oliver du majordome et des autres membres du personnel réunis, William comprit que la situation exigeait une enquête systématique. Il commença par demander l'accès aux registres opérationnels de Clarence House officiellement sous prétexte de mener une évaluation interne de l'efficacité et de la budgétisation. Les documents arrivèrent rapidement, mais ils étaient délibérément complexes, des feuilles de calcul remplies de catégories codées, des références incomplètes et des chiffres dispersés sur plusieurs feuilles. Ce n'était pas inhabituel pour la comptabilité du palais, mais des tendances commencèrent à émerger lorsque William fit preuve de la même précision analytique qu'autrefois lorsqu'il était pilote d'hélicoptère lisant des cartes par faible visibilité. Il ne lui fallut pas longtemps pour remarquer un poste particulier qui se répétait avec une fréquence inquiétante. Les écritures étaient qualifiées d'ajustements financiers suite à des violations des procédures de service. Les montants variaient, allant de quelques 50 livres à des déductions dépassant 100 livres, mais le total atteignait un chiffre qui retint toute son attention, 48 220 livres en moins de 3 mois. Les données étaient alarmantes, non seulement par leur ampleur, mais aussi par leur destination. Aucune de ces sommes n'apparaissait dans les budgets généraux d'entretien ou de formation où l'on aurait pu raisonnablement s'attendre à un réinvestissement des amendes. Au lieu de cela, chaque déduction était versée sur un seul compte auxiliaire identifié par le code interne CRQ. Un examen plus approfondi a révélé un fait encore plus troublant. Les droits de dépense du compte étaient exclusivement contrôlés par le bureau de la reine consort. L'objectif déclaré dans les documents était d'améliorer les normes opérationnelles, mais rien n'indiquait que de telles améliorations aient eu lieu. Aucun équipement n'avait été acheté, aucun programme de formation n'avait été lancé, et aucune amélioration visible du fonctionnement quotidien du ménage n'avait été constatée. Pour Guillaume, il s'agissait de plus qu'un abus de confiance. C'était le signe d'une réorientation financière délibérée. Son instinct lui disait que le problème dépassait les limites du palais. Pour confirmer ses soupçons, il demanda l'aide discrète de Tobias, un analyste financier de confiance du Trésor royal, dont la discrétion avait été mise à l'épreuve dans des affaires sensibles. Les instructions étaient de clair remontées à l'origine et à la destination finale du fonds de pénalité. 2 jours plus tard, Tobias présenta ses conclusions lors d'une réunion privée à Kensington. L'enquête avait révélé que les pénalités perçues étaient transférées sur un compte bancaire en Thaïlande. Ce compte était enregistré au nom d'une société écran, mais les documents permettaient de le relier à une personne bien connue de la reine consort, un conseiller politique avec lequel elle avait travaillé lorsqu'elle était ambassadrice culturelle. Les fonds étaient ensuite retirés par tranches pour financer un projet immobilier dans le sud de l'Angleterre. La propriété ne figurait pas parmi les biens de la famille royale. Des photographies prises discrètement depuis un terrain public montrèrent la construction d'une villa côtière isolée dotée d'un tunnel menant directement à la mer. L'emplacement et les mesures de sécurité suggéraient une intention d'utilisation privée à long terme plutôt qu'une fonction officielle. L'implication était claire, le règlement des dîners et les sanctions qu'il entraînait n'étaient pas de simples outils de discipline. Ils étaient devenus des mécanismes permettant de construire une vie indépendante hors du palais financé par ceux qui avaient le moins de pouvoir d'opposition. Guillaume comprenait la sensibilité de cette découverte. Révélée sans préparation, l'affaire risquait de tourner au scandale et de nuire à la monarchie elle-même. Mais laisser cela perdurer équivaudrait à cautionner l'exploitation d'un personnel loyal. La décision pesait lourd sur lui. Mais son éducation et son expérience militaire lui avaient inculqué un principe clair, se taire face à un acte répréhensible était une complicité. Dans les jours qui suivirent, il travailla méthodiquement à consolider les preuves. Des copies de retenues salariales furent comparées aux relevés de transfert. Des relevés bancaires thaïlandais furent comparés au permis de construire de la villa. Même les courriels autorisant les transferts furent conservés, nombre d'entre eux portant la signature directe de la reine consort. Chaque pièce fut classée et scellée conservée dans un coffre-fort privé avec une seule étiquette sur le dossier « La vérité ». Tandis que l'enquête progressait, le palais poursuivait sa routine quotidienne inconscient de la tempête qui se préparait à huis clos. Les invités étaient reçus, les papiers d'état signés et le calendrier royal se poursuivait sans interruption. Pourtant, sous cette façade, Guillaume se préparait à une confrontation qui ne serait pas contenue dans les limites de Clarence House.
Le climat médiatique extérieur au palais était déjà propice à l'examen minutieux. Partout en Europe, les gros titres soulignaient la nécessité de transparence au sein des institutions publiques, et la presse britannique était engagée dans des débats sur l'équité dans les pratiques professionnelles. Une révélation impliquant la maison royale attirerait inévitablement une attention considérable. William comprenait que plus il attendait, plus grand était le risque que les preuves soient compromises ou que le récit soit déformé par ceux qui cherchaient à protéger leurs propres intérêts. Pour l'instant, il gardait le contrôle de l'affaire, ne partageant les détails qu'avec Tobias et un autre assistant en qui il avait une confiance absolue. Il était déterminé à ce que le moment venu, les faits soient présentés avec une clarté telle qu'ils ne pourraient être niés ni déformés. Il ne s'agirait pas d'une confrontation privée dissimulée, ce serait une déclaration sans ambiguïté devant le public comme devant la monarchie. Les personnes qui avaient enduré des souffrances silencieuses méritaient rien de moins que la certitude que leur voix autrefois inaudible avait été transformée en vérité irréfutable. Dans les couloirs de Clarence House, le règlement était toujours en vigueur, les amendes toujours infligées et le personnel exerçait toujours dans les mêmes conditions tendues. Pourtant, pour la première fois, le mécanisme derrière ces règles était sous surveillance, chacun de ses mouvements était traqué, chaque canal secret cartographié. William savait que la prochaine étape serait décisive. La question n'était plus de savoir si la vérité éclaterait, mais quand et de quelle manière elle éclaterait. De là, des retraits furent effectués pour financer la construction de la villa en Cornouailles, désormais à un stade avancé. Cette propriété désignée dans des documents internes sous le nom d'Elvira Estate était construite avec le type de mesures de confidentialité réservées aux actifs de sécurité de haut niveau. Elle comprenait des portes renforcées, un accès privé à un amarrage et des installations de stockage souterraines. Des photographies prises lors de visites de surveillance discrètes ont révélé non seulement la structure principale de la villa, mais aussi l'amorce d'un tunnel menant directement au littoral. La présence de caméras de sécurité le long du périmètre de construction a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une maison de vacances ordinaire. Le terrain environnant avait été aménagé de manière à dissimuler le site à la vue du public, le rendant pratiquement invisible à toute personne n'y ayant pas accès directement. La documentation de Tobias a également révélé un détail troublant. L'intermédiaire gérant le portefeuille offshore entretenait des liens professionnels avec des personnalités connues pour gérer des retraits discrets pour le compte d'élites politiques cherchant à protéger leurs actifs de toute surveillance nationale. Le choix de la Thaïlande comme point de dépôt initial avait été délibéré, exploitant un environnement juridique où le secret bancaire pouvait être préservé plus longtemps que dans la plupart des États européens. Pour William, les conséquences étaient graves. Il s'agissait non seulement d'une conduite contraire à l'éthique au sein de la famille royale, mais aussi d'un risque d'atteinte à la réputation de la monarchie si un tel stratagème était révélé par la presse avant que le palais ne s'en occupe. La combinaison d'exploitation financière, d'accumulation clandestine d'actifs et de transferts internationaux risquait d'éclipser tout le travail positif entrepris par la famille royale ces dernières années. Son approche devait être stratégique. Une confrontation prématurée risquait de conduire à la destruction de preuves ou à l'élaboration d'un contre-discours présentant l'enquête comme une vengeance personnelle. Le plan comportait 2 étapes, sécuriser tous les documents essentiels, puis choisir la plateforme appropriée pour leur divulgation. Le dossier de preuves comprenait désormais des relevés bancaires numériques, des copies numérisées de procès-verbaux d'amende portant la signature de la reine consort, des photographies du chantier et même des communications interceptées entre son bureau et l'intermédiaire financier. Chaque élément constituait un argument de poids, laissant peu de place au déni. Pourtant, le défi persistait quant au timing. Au-delà des murs du palais, le climat politique britannique était tendu. Les médias avaient récemment dénoncé des détournements de fonds publics au sein des ministères et la confiance du public dans les institutions était fragile. Dans ce contexte, l'histoire d'un membre haut placé de la famille royale détournant des fonds des salaires du personnel pour construire une propriété d'évasion personnelle risquait de déclencher une tempête. William comprenait que si l'indignation serait rapide, le palais devrait prendre des mesures décisives pour éviter des dommages durables. Dans sa réflexion personnelle, il réfléchissait au poids symbolique de la réglementation des dîners elle-même. En apparence, il s'agissait de faire respecter des normes, mais en pratique, elle était devenue un mécanisme visant à priver de leur dignité ceux qui n'avaient aucun moyen de résister. Démanteler un tel système permettrait non seulement de rétablir l'équité, mais aussi de montrer que le leadership au sein de la famille royale pouvait encore incarner l'intégrité. En quelques jours, des dispositions furent prises pour une conférence de presse inédite. Le lieu choisi fut le grand hall, traditionnellement utilisé pour les réceptions d'État. Des invitations furent envoyées à plus de 30 journalistes des principales agences de presse européennes, chacun choisi pour sa réputation de rigueur d'enquête. Le plan prévoyait que Guillaume prenne l'initiative garantissant que les révélations émaneraient directement de lui, plutôt que de passer par les porte-paroles du palais.
La préparation de cet événement a été méticuleuse. La présentation des preuves a été structurée de manière à garantir une clarté maximale. Les présentations visuelles comprenaient des graphiques retraçant les flux de fonds des pénalités vers les comptes offshore suivis d'images de la villa en construction en Cornouailles. Les témoignages d'anciens membres du personnel anonymisés pour leur protection ont été compilés afin de démontrer le coût humain de ce stratagème financier. Les mesures de sécurité étaient discrètes mais rigoureuses. L'accès à la salle était étroitement contrôlé, les antécédents de chaque participant étant vérifiés. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la sécurité royale, il s'agissait de garantir qu'aucune tentative ne puisse être faite pour perturber ou faire dérailler l'événement avant que la vérité ne soit pleinement établie. Le matin de l'annonce, l'atmosphère à Clarence House était particulièrement tendue. Le personnel agissait avec un sentiment d'urgence, même si peu connaissaient l'ampleur de ce qui allait se passer. Dans la salle des caméras étaient de positionner des microphones testés et des rangées de sièges disposés face au podium central. L'emblème royal était suspendu bien en évidence au-dessus, rappelant qu'il s'agissait non seulement d'un moment de révélation, mais aussi d'une occasion de rendre des comptes. À l'approche de l'heure, Guillaume examina à nouveau le dossier. Son contenu ne se résumait plus à des preuves de mauvaise conduite. Il témoignait du type de leadership que la monarchie devait, selon lui, incarner. Chaque page portait le poids de décisions prises, non seulement dans le secret, mais aussi au mépris de la confiance. Le temps de l'observation silencieuse était révolu. Ce qui allait se produire allait non seulement remettre en question la conduite d'un seul individu, mais aussi redéfinir les limites de la transparence au sein de la famille royale. Le jour J, le grand hall de Clarence House se transforma en un décor qui reflétait à la fois la gravité d'un événement officiel et l'intensité d'une révélation aux enjeux importants. Des rangées de journalistes venus de Londres, Paris, Berlin et Rome occupèrent les sièges, leurs appareils photo braqués, leurs carnets prêts. L'emblème royal étincelant sous les lumières était suspendu au-dessus d'une longue table, où 3 chaises avaient été placées, une pour le roi, une pour la reine consort et une pour le prince de Galles. Le choix de la présence des 3 personnalités était délibéré. C'était un signal clair que ce qui allait être abordé ne se limiterait pas à des murmures de couloir ou à des notes internes. L'atmosphère dans la salle était chargée d'impatience, une tension qui semblait bourdonner sous la surface de murmures polis. Des conseillers du palais circulèrent discrètement entre les rangées, procédant aux dernières vérifications. Devant les portes, une foule de journalistes et de badauds se rassemblaient, leurs voix se mêlant au bruit des obturateurs et des préparatifs de la retransmission en direct. Le moment venu, William entra le premier. Sa posture était droite, son expression posée mais ferme, son pas régulier, un épais dossier couleur crème scellé d'un cachet officiel à la main. Sans un regard vers l'auditoire, il s'assit et déposa le dossier sur la table, un geste délibéré presque cérémoniel. Quelques instants plus tard, Camilla le suivit vêtue d'un tailleur bleu clair qui respirait la sérénité, même si son regard trahissait la tension du moment. Le roi Charles fut le dernier à apparaître, le visage indéchiffrable, les mains jointes dans le dos, tandis qu'il s'approchait de son siège. La cérémonie débuta par une brève introduction de l'assistant à la communication qui s'écarta ensuite pour laisser la parole à William. Se levant de sa chaise, il fit face à la presse d'une voix claire et posée. Il déclara que son objectif n'était pas de s'attaquer à un grief personnel, mais de protéger l'intégrité de la maison royale et la dignité de ceux qui la servaient. L'enquête qu'il avait menée, expliqua-t-il, reposait sur des documents vérifiables, des audits indépendants et des témoignages corroborés. La première preuve était un graphique financier projeté sur un grand écran derrière lui. Il retraçait le parcours de plus de 48 000 livres sterling perçus en pénalité auprès du personnel de maison sur une période de 3 mois. Chaque virement menait du système de paie du palais au compte auxiliaire CRQ, puis à un compte bancaire thaïlandais sous le nom d'une société écran. La piste se poursuivait jusqu'à un portefeuille d'investissement offshore et finalement jusqu'au paiement pour la construction d'un domaine privé en Cornouailles. Des murmures parcoururent la salle tandis que les journalistes se penchaient, certains prenant déjà des notes sur leurs appareils. Le graphique était suivi d'images haute résolution de la propriété de Cornouailles, une villa à plusieurs niveaux à flanc de falaise avec un accès privé à un amarrage et un tunnel partiellement construit menant à la mer. Ces images étaient accompagnées de déclarations d'anciens employés dont les noms ont été conservés pour des raisons de confidentialité, décrivant l'impact des sanctions sur leurs moyens de subsistance. Ces témoignages évoquèrent la peur, les difficultés financières et le départ discret d'employés de longue date sous le poids d'amendes injustes. À chaque présentation, la réaction dans la salle est passée de la curiosité à un choc presque palpable. Les preuves étaient trop précises, le schéma trop cohérent pour être écarté comme une coïncidence ou un malentendu. L'effet cumulatif adressait le portrait d'une réorientation financière délibérée sous couvert de discipline. La voix de William resta posée tandis qu'il lisait des extraits de correspondance interne entre le bureau de la reine consort et le comptable de la maison. Ces messages demandaient explicitement que les pénalités pour manquement aux règles de service soient versées dans un fonds distinct et transférées selon un calendrier précis.
La formulation d'une note, les fonds provenant de la règle du dîner seront distribués selon le calendrier prévu, ne laissait guère d'ambiguïté quant à la provenance des fonds. Le roi Charles resta immobile pendant la présentation, le regard fixé sur la table. Camilla gardait les mains jointes devant elle, les yeux baissés. Les journalistes continuèrent d'enregistrer chaque mot, chaque image, conscients d'assister à un moment sans précédent dans l'histoire récente de la monarchie. La dernière partie du discours de William ne portait pas sur les mécanismes du projet, mais sur son coût moral. Il a parlé du leadership comme d'une responsabilité de protéger et non d'exploiter. Il a évoqué les valeurs d'équité et de respect défendues par sa défunte mère, ainsi que la nécessité de défendre ces principes, non seulement dans l'exercice de ses fonctions publiques, mais aussi dans le traitement de ceux qui œuvrent en coulisses. À la fin de son intervention, le silence s'est installé pendant quelques secondes, comme si l'audience avait besoin d'un instant pour assimiler pleinement ce qui venait d'être dit. Les questions de la presse ont commencé peu après, mais William n'a pas spéculé. Il a rappelé que les preuves avaient été transmises aux autorités internes compétentes et que les suites à donner seraient déterminées selon les procédures établies. L'objectif de cette divulgation, a-t-il souligné, était de garantir que la vérité ne puisse plus être dissimulée. À la fin de la conférence de presse, les agences de presse européennes avaient déjà commencé à relayer les gros titres. Les images ont été diffusées en direct sur plusieurs réseaux et en quelques heures, l'histoire a fait la une des journaux et des médias numériques. Les réactions du public ont oscillé entre l'incrédulité et l'indignation, les commentateurs y voyant un véritable test de transparence pour la famille royale. Pour ceux qui se trouvaient à Clarence House, l'atmosphère changea instantanément. La peur inexprimée, qui avait dominé le personnel pendant des mois, commença à se dissiper, remplacée par un soulagement prudent. Ils avaient vu les preuves mises au jour et ils savaient que le silence qui avait protégé le système était enfin brisé. Pour Guillaume, ce n'était pas la fin de l'affaire, mais un tournant. Les prochaines étapes détermineraient si cette révélation deviendrait un moment de réforme durable ou simplement un nouveau chapitre de la longue histoire des intrigues de palais. Dans les jours qui ont suivi la conférence de presse, les répercussions se sont propagées bien au-delà des murs de Clarence House. Les principaux journaux britanniques ont couvert l'événement en continu, associant des titres cinglants à des images de la villa de Cornouailles et à des extraits de documents financiers. Les médias internationaux ont suivi, présentant cette révélation comme une rare brèche dans le voile de la discrétion royale. Les commentateurs ont débattu des implications pour l'autorité morale de la monarchie, tandis que les talk-shows ont décortiqué chaque image de l'événement médiatique, analysant le langage corporel des 3 membres de la famille royale. À l'intérieur du palais, le changement s'opéra à une vitesse inhabituelle. Le roi Charles convoqua ses plus proches conseillers et les chefs de la maison afin de revoir chaque procédure financière en cours. Une directive officielle fut émise pour abolir complètement le règlement sur les repas royaux. Le personnel licencié, en vertu de ces dispositions, reçut des lettres les invitant à revenir accompagnés de l'assurance d'un rétablissement de leur salaire et d'excuses officielles. Les politiques de paix furent révisées pour inclure un contrôle indépendant empêchant toute réaffectation future de fonds sans double autorisation. Les salaires de base furent augmentés de 15% et une nouvelle allocation de subsistance fut instaurée pour les résidents du palais. Les services logistiques subirent une restructuration complète, remplaçant une culture de surveillance par une culture de coopération. Les programmes de formation retrouvèrent leur objectif initial, améliorer les compétences de service sans mesures punitives. L'atmosphère oppressante qui s'était installée sous le régime précédent commença à se dissiper. Les conversations entre les membres du personnel se firent plus chaleureuses et les rires discrets revinrent dans les couloirs. William tenait à visiter personnellement chaque service. Il pénétrait dans les cuisines, les réserves d'argenterie et la buanderie, s'adressant directement à ceux qui avaient subi les pires sanctions. Sa présence n'était pas cérémonielle. Il écoutait leurs récits, s'enquérait de leurs besoins et prenait note des améliorations suggérées. Une servante âgée, la voix tremblante, lui demanda s'il interviendrait réellement si les abus se reproduisaient. Sa réponse ferme et sans hésitation fut qu'il ne reviendrait pas au silence. Pendant ce temps, l'absence de Camilla était flagrante. Elle avait été transférée dans une résidence privée à la campagne, ses apparitions publiques étant suspendues indéfiniment. La presse spéculait sur ses activités, mais aucune observation confirmée n'a été faite. La villa en Cornouailles était inachevée. Les autorités locales, alertées par les conclusions rendues publiques, ont interrompu les travaux après avoir constaté que plusieurs permis avaient été déposés de manière irrégulière ou obtenus au moyen de déclarations trompeuses. Le démantèlement du tunnel menant à la mer a été ordonné et la propriété a été placée sous surveillance dans le cadre d'une enquête plus vaste sur des actifs non déclarés. Financièrement, les comptes offshore ont été gelés dans l'attente d'une enquête judiciaire. Les fonds restants, liés au système de pénalité, devaient être récupérés et réaffectés au budget de fonctionnement du ménage. L'intermédiaire qui avait géré les transferts a été contacté par les enquêteurs et bien que les détails soient restés confidentiels, des rapports ont suggéré une attitude coopérative en échange d'une certaine clémence.
Le compte thaïlandais a également fait l'objet d'une surveillance étroite, les régulateurs bancaires internationaux étant impliqués afin de retracer toute transaction cachée supplémentaire. L'opinion publique était divisée, mais approuvait avec prudence la manière dont Guillaume avait géré l'affaire. Les éditoriaux saluaient sa volonté d'agir avec détermination et transparence, qualifiant cet événement de moment susceptible de marquer un tournant générationnel dans la responsabilité royale. Certains critiques affirmaient que la révélation de telles affaires internes risquait de nuire à l'image de la monarchie, mais d'autres rétorquaient que les dommages causés par la dissimulation auraient été bien plus importants. À l'échelle internationale, les actions de William ont trouvé un écho auprès d'un public habitué à voir les affaires royales à l'abri des regards. Dans les capitales européennes, la couverture médiatique a souligné le caractère rare d'un membre de la famille royale confronté à des comportements répréhensibles de l'intérieur. Dans le Commonwealth, les commentateurs ont souligné la valeur symbolique d'un futur monarque faisant preuve d'une tolérance zéro envers l'exploitation, établissant ainsi un parallèle avec les débats plus larges sur l'éthique du leadership au sein des administrations publiques et des entreprises. Au sein de Clarence House, les réformes ont commencé à prendre forme concrètement. De nouveaux systèmes de retour d'informations ont permis au personnel de signaler directement leurs griefs à un médiateur indépendant. Des audits réguliers ont été programmés dont les résultats ont été partagés en toute transparence entre la direction et les employés. Un code de conduite pour les dirigeants a été rédigé soulignant la responsabilité de promouvoir le respect, l'équité et la responsabilisation à tous les niveaux. À mesure que ces changements s'installaient, le poids psychologique du personnel s'allégeait visiblement. Les repas dans la grande salle à manger retrouvèrent leur rythme d'antan. La longue table, autrefois lieu de tensions silencieuses, redevenait le cadre d'un service soigné et d'une réelle aisance. La peur qui rendait le moindre faux pas dangereux commençait à se dissiper. Des semaines plus tard, William se tenait à l'entrée de la salle à manger, observant sans entrer. Le linge blanc, l'argenterie étincelante et la douce lumière des bougies étaient toujours là. Mais la différence résidait dans les visages des personnes qui circulaient entre les tables. Elle marchait avec assurance, échangeait de brefs sourires et travaillait sans l'ombre d'une punition arbitraire. La chaise autrefois occupée par Camilla était vide, rappelant discrètement comment les choix de direction façonnent l'atmosphère d'une institution tout entière. La transformation ne fut ni annoncée par des discours, ni marquée par des cérémonies. Elle résidait dans le sentiment de sécurité retrouvé parmi le personnel, dans l'absence de peur et dans la compréhension tacite du rétablissement de l'intégrité. Pour William, ce résultat justifiait sa décision d'agir, mais rappelait aussi que la vigilance ne pouvait jamais être négligée. La responsabilité de protéger la dignité de ceux qui servaient lui incombait désormais fermement, tant dans la pratique que dans la réputation. À l'extérieur du palais, l'histoire commença à disparaître des premières pages, remplacée par d'autres nouvelles. Pourtant, pour ceux qui étaient à l'intérieur, les événements avaient laissé une trace indélébile. La culture avait changé et avec elle, la confiance entre les dirigeants et le personnel. Dans la longue histoire de la vie royale, ce chapitre s'est distingué comme celui où le silence a cédé la place à la vérité et la vérité a conduit à la réforme. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de politique mais de principe, une question qui allait façonner la perception de la monarchie pour les années à venir.